Vous avez vu un panel de propositions de sujets extrêmement riches et divers sur lesquels on vous invite maintenant à réagir. Donc on va avoir 2 micro-salles qui vont tourner dans la salle, voilà, avec Pauline et Marine de l'équipe du comité français. On va peut-être prendre par groupe de questions, peut-être trois premières questions, et après on invitera nos présidents de groupe et de commission à y répondre. On va commencer par Alexis Ducousseau de l'INRA. Merci de faire des interventions assez courtes, car nous avons déjà débordé. Bonjour, Alexis Ducousseau, donc président du groupe Forêt. J'ai 2 propositions à faire. Donc une proposition qui serait de mettre un focus sur un pays très très intéressant en termes de conservation de la biodiversité et de développement, qui est la Namibie. Et là, on peut aller depuis la Constitution jusqu'à des opérations au niveau du terrain. Et c'est un pays qui a de très très belles réussites en termes de conservation de la biodiversité. Un deuxième point, c'est beaucoup plus dans la rubrique biodiversité et spiritualité. Donc le pape François, donc l'Église catholique, a écrit une encyclique sur la crise écologique. Et là, on a aussi quelque chose de très, très intéressant, un matériel, et éventuellement, pourquoi pas, inviter le pape à en parler. Merci. Question suivante. Aurélien. Merci, bonjour. Aurélien Sautière, je suis le directeur d'FSC France. Je suis épaté par le travail qui est fait, notamment par l'AFD sur la communication. Je pense que c'est un élément très très important pour la suite de réussir à vulgariser ça. J'avais juste un petit doute sur le travail fait sur les forêts. J'ai le sentiment qu'on peut pousser les choses un petit peu plus loin. On travaille beaucoup sur l'océan, à la fois en termes de travail et de communication. Je pensais notamment, on a beaucoup parlé de mesurer les impacts. Pour mesurer les impacts, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte ? Je pense à la question des forêts, des paysages forestiers intacts, la question de la restauration. Est-ce qu'on ne peut pas travailler aussi dessus en termes de motion ? Pourquoi pas la certification aussi en termes d'enjeux pour pouvoir mesurer les impacts ? Je voulais savoir si c'est des choses qui allaient évoluer jusqu'à Marseille. Merci. Merci. J'ai une question à ta gauche. Voilà. Bonjour, je suis Pascal Salin, Agence française pour la biodiversité de l'antenne basée en Polynésie française. Je voudrais revenir sur les aires marines protégées. Ça a été évoqué dans la commission Outre-mer, je pense que c'est transversal. On a des grandes aires marines protégées maintenant et une multitude de petites. Parc marin à Mayotte, réserve à Saint-Martin, parc Merc de Corail, et puis maintenant la grande aire marine gérée de Polynésie française. On a donc maintenant dépassé la moitié de la surface de la ZE française en aire protégée marine. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin que renforcer les zones de protection fortes dans les aires marines protégées. Je pense qu'on peut proposer quelque chose sur le réseautage, les gestionnaires et puis surtout les modalités de gestion des aires marines protégées, une sorte de mise en cohérence, d'homogénéité, et puis aller plus loin, peut-être une excellence dans la gestion des grandes aires marines protégées, et puis tout ce qui est coopération aussi avec les zones protégées transfrontalières. Donc je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Merci. Donc un premier tour de réponse après ces 3 premières questions. Expérience de la Namibie, biodiversité, spiritualité, forêt, restauration, certification et gestion des aires marines protégées. Comment ? Oui, les micros sont là. Ouais, je commence. Donc sur la dernière intervention, oui, effectivement, ça n'a pas été développé, mais je voulais juste refaire écho à ce qu'avait dit la commission aires protégées. Donc, dans le cadre de la motion proposée par la commission aires protégées, il a bien été dit que on n'était plus sur un enjeu surfacique, mais un enjeu de gestion et d'efficacité de la gestion. Donc, ça sera intégré. Rajouter la dimension, effectivement, de l'importance quand même de zones à forte protection, mais bien évidemment, c'est pas limitatif et on pourra approfondir ces questions de réseautage, coopération régionale, transfrontalière, etc.
Oui, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, je pourrais pas mieux le dire. J'avais une réaction sur la deuxième proposition d'Alexis Ducousseau, qu'il a présentée sous le terme biodiversité, spiritualité. Je pense que c'est pas uniquement le sujet spiritualité, donc pour ceux qui ont lu le texte auquel il faisait référence, Laudato Si, je pense que même quelqu'un qui n'a aucun rapport ni aucun lien avec avec le pape François peut trouver dans ce texte, et moi il se trouve que je me suis trouvé dans différents groupes de réflexion où ça a été évoqué, peut trouver un tas de thèmes de réflexion, critiques ou positifs selon le cas, mais qui sont abordés dedans. Et je pense que ça serait effectivement intéressant de creuser ce sujet. Alors maintenant, la proposition concrète, je ne sais pas si l'inviter à venir à Marseille est une possibilité ou non. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais pourquoi pas ? Mais c'est... Voilà. Nirmala ? Sur la forêt, la question de la personne de FSC, je proposerais de donner la parole à Alexis Ducousseau à nouveau, qui est le président de notre groupe forêt. Et donc, voilà, j'ai déjà parlé pour lui sur la première présentation. Donc, J'ai pas bien entendu la question. En fait, c'était sur l'importance de mettre en valeur la restauration, le concept de paysage forestier intact, et puis l'importance aussi de la certification comme outil de mesure et de vérification des progrès faits sur la gestion durable des forêts. Alors, bon, oui, cette question de fond de la certification. Donc, le problème, on se rend compte, c'est que la gestion forestière a un impact très fort sur la biodiversité. Les États, pour différentes raisons, n'arrivent pas à mettre en place des réglementations ou des lois suffisantes, et donc ça peut être complété par la certification, et la certification est vraiment un outil intéressant pour avancer là-dessus, parce que l'État ne pourra pas tout faire. Et après ça, la certification est aussi un exemple qui permet de faire avancer les règlements et la loi, et de voir comment ça se passe dans la gestion forestière. Ça vous satisfait ? Oui, donc ça peut être un des sujets sur lesquels on peut effectivement travailler dans la perspective du congrès de Marseille. Oui, et ça c'est un sujet qu'on peut développer à l'intérieur du groupe forêt sans aucun problème. C'est un sujet qui a été travaillé avant que je sois moi-même président, qui a été un peu abandonné du fait de la fatigue des troupes, mais là il y a quand même un certain nombre de choses nouvelles au niveau certification qui pourraient faire qu'on peut relancer ce travail sans aucun problème. Ça a aussi un enjeu par rapport aux objectifs d'Aichi, où les États ont des engagements sur la gestion durable de la sylviculture, de l'agriculture ou de l'aquaculture, et que la certification propose un vrai système de mesure et finalement un système de rapportage des efforts de véritable gestion durable qui sont faites dans ces domaines. Alors, on va aller de ce côté-là. Emmanuel, vous vous présentez juste avant, même si moi je vous connais. Merci, bonjour à tous. Emmanuel Swinguedo du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'avais une question à Sébastien Mabille sur les travaux de la Commission du droit. Donc, parmi les questions émergentes auxquelles nous réfléchissons, ce sont effectivement les incidences entre intelligence artificielle et biodiversité. Il n'y a pas de cadrage international actuellement. Donc, à mon avis, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être initié au sein du groupe, notamment en lien aussi avec les négociations sur le pacte mondial pour l'environnement. Merci. Merci. Deuxième question, on va prendre Guillemette. Roland ? Bonjour, Guillemette Roland pour le Conservatoire du Littoral. Donc, pour ce qui est bien évidemment du congrès, on sera très présent. On a toujours été très présent, et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, j'ai 2 observations et questions. La première, c'est l'éducation qu'on évoquera peut-être cet après-midi. La formation, la sensibilisation et l'éducation des nouveaux élus de l'Assemblée nationale. Comment dire, un agenda législatif actuel et à venir nous amène à beaucoup travailler sur la loi littorale. Je pense que sur la biodiversité, on peut avoir également un agenda législatif chargé.
Je pense qu'il y a besoin vraiment d'être auprès des députés aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure cet après-midi avec Jérôme Bignon, mais là c'est un point de vigilance. Beaucoup de lois sont votées en ce moment, la presse s'en empare, les citoyens s'en emparent, et il y a une petite incohérence pour certaines lois votées par rapport au discours et aux besoins des citoyens. La deuxième chose, un peu moins lourde, c'est la question des activités et des conflits d'activités sur les espaces protégés. On a autant en Outre-mer qu'en métropole des vraies problématiques liées au développement des événements et manifestations sport de nature qui sont massifs parfois, étonnants et qui peuvent être très positifs. Alors je suggérais que pour Marseille, on a quand même des acteurs du sport assez emblématiques. Je suis désolée pour le PSG, mais il y a l'OM à Marseille. Et peut-être que là, avoir des personnalités du monde du sport qui s'engagent pour la biodiversité, ça permettrait de faire un lien avec certaines populations qui peuvent entendre cela. On l'a déjà vu pour des causes autres, et notamment contre les maladies. C'est pas le pape, mais c'est l'OM. Voilà. D'autant que Marseille accueillera aussi les Jeux Olympiques avec Paris, justement sur la partie des sports nautiques. Dernière question de ce côté, et après je viendrai là. Bonjour, Edith Léger, je suis chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. J'ai une double casquette aussi, je suis déléguée générale au développement durable à Perpignan Méditerranée Métropole. Donc en fait, il me semble qu'il y a une question complètement transversale, c'est vraiment la question culturelle en fait, qui apparaît de façon au niveau de la communication, mais je pense qu'elle devrait apparaître sur un titre de commission, la question culture, nature, de fait séparée. Enfin, il y a un véritable travail culturel sur le vivant à faire, et ça devrait être pour moi un travail à part entière sur une commission, ou en tout cas figurer en chapeau de commission sur la question culturelle. Voilà, c'est essentiellement le message que je souhaiterais passer, parce que ça fait partie des recherches qui sont aujourd'hui, qui vont aussi avec les nouvelles technologies, puisque ça a été aussi évoqué. Donc il y a un travail très intéressant et sur la conscience, les neurosciences, etc., qui est complètement transversal à tous les sujets, et la question aussi de cette culture de l'écosystème en fait, et des interrelations, parce qu'on travaille beaucoup en silo, il y a des domaines de compétences, etc. Donc il y a un véritable enjeu de transversalité. Voilà. Merci. Donc je vous laisse répondre, notamment Sébastien, sur la question d'Emmanuel, peut-être Fabien sur la question de la mobilisation des personnalités, qui pourrait porter un message en termes de sensibilisation, de communication. Alors sur l'intelligence artificielle, juste un petit mot. Donc on prend note évidemment de cette idée. Je tiens à rappeler aussi que face au développement technologique, à l'effondrement de la biodiversité, aux défis auxquels nous devons faire face, j'ai l'impression que depuis quelques années, en tout cas je le perçois très sensiblement, la communauté des juristes de l'environnement, que ce soit ici, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, se mobilise de plus en plus, et qu'il y a vraiment un foisonnement au niveau des nouveaux idées, des nouveaux principes. Je pense à la question du Ben Vivir qui se développe en Amérique du Sud, les droits de la nature, je l'ai évoqué, la justice climatique. Mais voilà, donc il y a vraiment un foisonnement, il y a énormément de chantiers à travailler d'un point de vue juridique, et l'intelligence artificielle en fait un partie, en est un également. Et voilà, donc je prends note de votre proposition et je vous remercie. Fabien, sur l'engagement des personnalités. Sur l'engagement des personnalités, oui, Guillemette, c'est une bonne idée. Après, il faut trouver leur place et leur rôle. Tu parles sport, je pense qu'il faut aller au-delà. C'est une façon
d'intégrer des intérêts de personnes, de pratiquants qui sont en dehors finalement du champ de votre champ d'expertise. Donc il y a peut-être un travail au niveau de la commission d'imaginer un panel représentatif de la diversité des porte-étendards, des ambassadeurs, des personnalités qui pourraient se faire l'écho de la problématique de perte de biodiversité et voir de quelle manière avec l'AFB, avec tous les acteurs, on missionne ces personnes. Mais oui, enfin, en tout cas, c'est une piste de travail qui me semble intéressante à étudier. Oui, non, juste pour compléter, il est évident que dans le cadre du congrès, la ville a prévu de mobiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les forces vives. Ça fait partie des forces, la culture, le sport, seront invités à participer à ce congrès et à le populariser. Donc on a quand même quelques stars à Marseille, que ce soit dans le domaine du foot, mais aussi dans le domaine de la natation, dans le domaine de la voile, et puis d'autres sports avec des champions qu'on connaît. Donc on a la volonté, bien sûr, de les faire participer et de faire passer des messages à la fois sur le congrès 2020, mais aussi en prévision, vous l'avez rappelé, des Jeux Olympiques, où on aura besoin de mobiliser là aussi toute la population autour. Donc on espère pouvoir d'ailleurs, sur la partie notamment sport nautique, puisque il y aura 10 épreuves olympiques nautiques à Marseille, pouvoir mobiliser l'ensemble de la société civile marseillaise, et les sportifs en font partie, et le monde culturel également. Oui, moi à la fois sur la question des sports de nature dans les aires protégées et puis sur la question nature et culture, je voudrais dire que dans la réflexion que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, qu'on a lancée dans la commission des aires protégées, on était bien parti de ça, que les sports de nature, y compris dans les aires protégées, vous avez parlé tout à l'heure du parc des Calanques, l'escalade dans le parc des Calanques, on peut dire que ça fait partie de la culture depuis très longtemps, et donc notre approche, celle qu'on essaye de creuser d'ici à 2020, il y a vraiment de la réflexion à mener avant là-dessus, ça rejoint tout à fait, je crois, l'intervention de Patrick Blandin au début, c'est de dire quel est le regard de l'homme sur la nature, est-ce qu'on en fait partie, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on poursuit des activités, ou à quel moment on dit stop, là on est en train de porter atteinte à notre propre patrimoine et on ne va pas pouvoir continuer à le faire, ça au contraire, ça fait partie de notre culture. Là aussi, alors on parle des Calanques, mais on pourrait parler aussi du parc amazonien de Guyane, où on est confronté directement à ce genre de questions. C'est exactement ça qu'on voudrait poursuivre pour avoir de la matière à réflexion, si je peux dire, à apporter au Congrès en 2020, et pas simplement dire ça c'est permis, ça c'est défendu, ça je vais baliser, vous ne dépasserez pas la ligne qui est là, ce qui me paraît une approche un peu réductrice par rapport à ce genre de questions. Je voulais juste préciser par rapport à la remarque de Guillemette sur la sensibilisation des nouveaux élus à l'Assemblée nationale, que l'UICN a été audité dans le cadre d'une mission d'information sur les risques climatiques du littoral, ainsi que de différents membres du comité français, dont je pense le Conservatoire du littoral. Donc voilà, la culturation est, j'allais dire en marche, mais en tout cas est en cours, on va dire plutôt. Et voilà. Bon, rapidement par rapport au sport, je voulais vous donner une anecdote. Hier, on a reçu au Muséum une proposition de réflexion ou de rédaction d'un texte sur la biodiversité dans les stades de foot pour la revue Zooconservation, qui est une revue en ligne. Ça m'a laissé un peu songeur. La première question que je me suis posée, est-ce que c'est la biodiversité sur le stade de foot? Tant que biodiversité végétale, il n'y a pas grand-chose quand même, c'est régras 100%. Mais ça peut être aussi alors la biodiversité alors à l'intérieur des stades de foot. C'est quand même une espèce principale qui est présente, c'est celle que nous sommes ici. Mais on peut l'interpréter aussi comme la biodiversité telle qu'elle est perçue dans les stades de foot. Et à ce moment-là, ça rejoint biodiversité et culture, et comment faire la liaison au niveau de l'intérêt des populations par rapport à cette activité sportive très populaire, et comment elle peut percevoir aussi la biodiversité.
quelle liaison ils ont avec la biodiversité et comment essayer de la développer, de montrer l'intérêt qu'il peut y avoir pour cette population aussi à prendre en compte la biodiversité. Voilà. J'ai lu des choses récentes sur l'engagement des golfs pour la biodiversité, donc visiblement c'est en plein essor. On va passer de ce côté-là. François ? Oui, bonjour, François Le Tourneur. Simplement, un mot, dans la communication avec le public, on a à maintenir un équilibre entre le lancement d'alerte, la désespérance et l'espoir. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Fabien est président de la commission communication, il est aussi directeur de la Fête de la Nature. L'Agence française pour la biodiversité, désormais partenaire fort de cette Fête de la Nature, dont l'UICN est fondateur, je le rappelle, a envie de nous accompagner dans l'internationalisation de la Fête de la Nature. Cette internationalisation est déjà commencée en Europe. On peut donner un petit coup d'épaule de plus pour le faire. C'est purement technique. Il faut qu'on explique ce qu'on fait et qu'on agisse par contagion. Mais je pense que si on ne s'y prépare pas dès maintenant, notamment en Europe, on ne sera pas mûr pour le Congrès. C'est un peu dans la même logique, mais vraiment quel bonheur pardon, Yves Veria, quel bonheur d'avoir cet événement en France qui va faire multiplication avec un comité interministériel dédié, avec l'accueil du GIEC. On peut espérer un véritable choc comme on l'a eu avec la COP21. En même temps, puisque ce terme est à la mode, j'attire votre attention sur la nécessité d'éviter les effets d'annonce, parce qu'on est arrivé à un moment où on attend des actions concrètes, et l'élastique est en train de se tendre. Si la COP21 a eu un vrai effet, c'est parce qu'il y a eu un portage politique. Des poids lourds français sont montés et se sont battus. La tenue du Congrès n'est pas une finalité en soi, excusez-moi de le dire, c'est un moyen d'obtenir des choses, pour moi, en France. La France n'est pas exempte, elle est mal barrée pour donner des leçons aux autres. Il y a 10 jours, on a fait partie des rares pays qui se sont opposés à un moratoire pour arrêter de tirer une espèce qui est en danger au niveau mondial. Je vous rappelle qu'à Marseille, il y a les boues rouges, excusez-moi de vous le dire, on sera en audience le 14 juin, c'est quand même une pollution grave de la Méditerranée. On était tous sur la photo à Chamonix, je vous rappelle, j'ai les têtes de tous ceux qui y étaient, y compris Christophe, qui fait semblant de ne pas voir. On nous a tous annoncé que c'était la révolution. On a lancé une SNB, on a mobilisé à mort les enfants. Je vous rappelle, les entreprises et tout. Et derrière, bloum, le soufflet est tombé, faute de moyens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de signaux forts du plus haut niveau de l'État en faveur de la biodiversité. J'attire votre attention. Je demande aux responsables de l'UICN, formellement, de profiter de cet événement pour obtenir que la France change de paradigme et passe à la vitesse supérieure. Et tu verras, Christophe, tu seras le premier à te réjouir d'avoir enfin des moyens pour cette agence. Merci. Oui, un des sujets qui me paraît important à l'approche de l'événement, et par analogie avec la COP21, c'est de structurer des alliances ou des réseaux de collectivités infra-étatiques sur des domaines particuliers. Et là, le congrès de l'UICN pourrait être justement l'occasion de mettre en perspective et d'annoncer ce type d'alliance, soit en reprenant des alliances climatiques qui existent déjà. On est à la Maison des Océans, donc il y a une alliance d'initiative sur les océans, il y a l'alliance pour la lutte contre l'acidification des océans. Il y a d'autres alliances climatiques sur lesquelles on pourrait très bien adjoindre un volet biodiversité. Il y a peut-être des alliances plus spécifiques à créer sur des thématiques particulières. Et il y a probablement à utiliser les réseaux de collectivités locales, que ce soit les grandes métropoles, que ce soit d'autres collectivités infra-étatiques, qui se sont constituées à l'occasion de la COP21 sur le climat, pour leur adjoindre un volet biodiversité fort. Et ça, je crois que ce serait un des axes structurants qui serait assez important à monter. Et bien entendu, la partie, les ONG, les personnes qui sont ici, pourraient peut-être jouer un rôle de proposition et un rôle moteur dans un processus de longue haleine comme ça, puisque
Si on veut annoncer quelque chose de cette nature dans 2 ans, il faut déjà y travailler. Bon, d'abord, tout d'abord, je me réjouis de voir tous ces sujets qui commencent à être discutés déjà, et quelques-uns déjà en vue pour proposer des motions. Par rapport aux motions, je dois mettre un point de vigilance ou des cautions. La première, ou une des premières tâches à faire avant de commencer à rédiger les textes de propositions de motion, c'est de voir qu'est-ce qu'on a déjà dans le 1300 et quelques résolutions et recommandations que l'UICN a adoptées. Et je vois qu'il y a des sujets qui sont... il faut qu'on les propose et on voit qu'est-ce que c'est la proposition exacte. Mais qu'on ne répète pas ce qu'on a déjà. Parce que sinon, ça ne va pas passer d'abord le premier examen des groupes de travail d'émotion. Et par exemple, les choses qui sont liées à la connectivité des espaces ou des aires protégées, on a beaucoup de choses qu'on a déjà mis sur place, des résolutions qui parlent de connectivité sur les aires protégées. Alors, juste faire cette recherche dans les archives, tout ce qu'on a déjà adopté avant de se lancer à rédiger de nouveaux textes d'émotion. Il faudra effectivement qu'on rappelle bien qu'est-ce qu'on apporte de nouveau par rapport à la réflexion qui a été déjà proposée, aux motions qui ont été déjà adoptées, ou aussi faire le constat que rien n'a progressé du tout et qu'il est nécessaire de relancer le sujet de façon beaucoup plus forte. Christophe, un petit mot avant qu'on remonte. Un tout petit mot, désolé, mais on fait remonter parce que Yves m'a interpellé. D'abord, moi, au pupitre, je pense que j'ai dit exactement la même chose de toi sur une partie de ton intervention, sur le fait qu'il ne fallait pas être dans le one-shot, que ça devait nous emmener à l'après 2020, que ça devait vraiment passer un cap et pas être des effets d'aubaine. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai deux, peut-être, différences d'interprétation. D'abord, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a un portage politique avec le ministre. C'est pas parce que je serai ONG, je pense que je le dirai exactement de la même façon. Et après, par contre, on a des problèmes de cohérence et Guillemette Roland l'a très bien dit. Ça, c'est une évidence. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Mais si je le dis, c'est pas pour dire le bien que je pense du ministre, parce qu'à la limite, on s'en fiche. C'est surtout pour dire que on a l'autre élément sur lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas vrai que depuis 2010, on est retombé. Oui, en 2010, il y a eu une dynamique, et oui, c'est retombé, mais n'empêche qu'on a passé un cap. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable, quand on parle de la mobilisation et du fait qu'il faut aller plus loin, de reconnaître que ça progresse. Ça progresse aussi. En tout cas, ça a progressé depuis ces dernières années. Et l'UICN est là pour le montrer. Alors évidemment, quand on se rappelle du texte que nous a lu Monsieur Blandin, on est loin du compte de ce qu'il faut faire par rapport à les 70. Mais il faut qu'on soit capable de dire les deux, de dire on est loin du compte, mais il s'est passé des choses, parce que si on n'est que défaitiste, on ne mobilisera pas la société française, ça c'est la vérité. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il faut que notre responsabilité, c'est d'aller chercher nos concitoyens. Parce que le coup d'après du portage politique, au-delà d'un ministre emblématique, c'est évidemment sur la pression positive de nos concitoyens. S'ils demandent de la biodiversité, il y a plus de politique, ça fait la boucle avec la formation des élus, qu'ils feront. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, c'est pas un désaccord de fond, parce que, mais sur la façon dont ici cette communauté doit se mobiliser, je pense que c'est extrêmement important. Mais on en a aussi des preuves. Ouais. Bonjour à tous, Fabien Quétier de la société Biotope. Je voulais rebondir sur les différents commentaires qui ont été faits à propos de la culture et exprimer, je ne sais pas, peut-être une surprise par rapport au contenu des réflexions des commissions qui ont été présentées. J'ai l'impression que dans une grande partie de la France, mais ça concerne aussi le reste de l'Europe et de nombreux pays dans le monde, il y a un fossé culturel entre peut-être les gens qui sont dans la salle aujourd'hui et puis des gens que par défaut je vais qualifier d'acteurs de la ruralité. Et politiquement, peut-être qu'ils expliquent une partie du propos, de l'échange qui vient d'avoir lieu. Et donc je voulais savoir dans quelle mesure c'était un choix ou un raté que la question de la chasse, de la gestion du grand gibier, du petit gibier soit pas en tout cas clairement exprimée dans les points qui ont été listés. Et de même l'agriculture en fait est absente à part
sur le point des pesticides qui n'est mentionné que, a priori, sous l'angle juridique. Alors peut-être que c'est implicite dans les propos de la Commission sur les aires protégées par rapport aux usages anthropiques, mais voilà, je voulais exprimer un peu cette surprise par rapport à cette thématique-là. La chasse, l'agriculture et puis la pêche, sans doute. Puisque la commission des aires protégées vient d'être explicitement citée, je vais pas réagir, mais répondre de la même façon que tout à l'heure à propos des sports de nature. Je répète, nous, et là aussi je réagis sur ce que disait Yves Verriac, qui a un point où je suis entièrement d'accord avec lui, c'est qu'il ne faut pas, enfin moi je ne considère pas que le congrès de 2020 c'est un objectif. Par contre, ça peut être un moyen pour nous de creuser nos réflexions d'ici là et de voir comment on peut évoluer sur certains sujets. Sur l'agriculture qui vient d'être citée, je peux dire que d'où est partie la réflexion de la Commission des aires protégées sur activité humaine et objectifs de protection. On était parti d'une discussion qu'on a eue entre nous un jour sur le projet de parc forestier Champagne-Bourgogne, en disant, dans ce parc, il y a un sujet qui est l'agriculture, il y a un deuxième sujet qui est la chasse, je prends directement les différents points qui viennent d'être cités, et puis il y a des objectifs de préservation, il y a l'idée de faire une réserve intégrale au milieu forestière, etc. Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Est-ce que tout ça est incompatible et qu'il va falloir construire des compromis laborieux, chacun lâchant du lest? Ou bien est-ce qu'on peut construire quelque chose où on traite toutes ces questions de façon positive? Et c'est là où je disais à l'instant, on renvoie, c'est pas pour dégager en touche sur Patrick Blandin, mais tout ça, ça renvoie bien à la culture que nous avons tous. Je ne veux pas renvoyer aussi à Patrick Descola pour compléter mon voisin Serge Muller. On cherchait tout à l'heure qui il fallait inviter à Marseille. On en était au moins 3. Donc il y avait le pape, il y avait Zidane, il y avait Macron. Peut-être faut-il rajouter Descola. Et avec ça, on aura une brochette complète pour nous aider à réfléchir avant et à dire nous vivons de l'agriculture, nous vivons aussi de la préservation de la biodiversité. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à creuser notre réflexion d'ici à 2020, pas se pointer simplement avec des idées générales que tout le monde a. Oui, juste une petite remarque suite aux propos d'Yves Verriac. Évidemment, le Congrès n'est pas un moyen, et pour illustrer vraiment l'appui que nous donne le Congrès, c'est bien parce qu'au Congrès de Jeju, en 2012, l'UICN a voté une motion sur le principe de non-régression, qu'on s'est emparé de cette notion et que la France a été le premier pays au monde à l'inscrire dans sa loi en 2016 et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on continue pour enfoncer le clou et pour que ce principe de non-régression soit inscrit dans la charte au lieu de mettre uniquement la question du climat dans la Constitution. C'est aussi parce qu'en 2016, à Hawaï, le Congrès a voté une motion sur les cours et les tribunaux en environnement, que depuis nous appuyons pour la création d'un parquet environnemental, et j'espère que le ministère de la Justice nous écoutera dans la perspective de 2020 pour que effectivement la France soit en état d'être exemplaire pour se présenter face à la face du monde en ces matières et en matière de mobilisation pour la biodiversité, et pas uniquement le ministère de la Transition écologique, parce que c'est tous les ministères qui devront prendre leur charge. Et j'espère également que les motions qui seront adoptées en 2020 nous permettront de progresser. Sur l'agriculture, effectivement, on avait un point spécifique sur les pesticides, mais comme vous le savez, le modèle agricole est l'une des causes majeures, sinon la première, de l'effondrement de la biodiversité, et ça fait partie de l'ensemble des principes sur lesquels on travaille, de pouvoir les appliquer ensuite, mais pas que, aux activités agricoles qui ont un modèle dont le modèle extensif a clairement montré ses limites. Et je suis d'accord sur l'urgence et sur le fait qu'il ne faut pas évidemment attendre plus longtemps. Bonjour, Céline Ayotte, je suis chef de projet biodiversité à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi, je pense qu'il y a une thématique qui pourrait être abordée, notamment sur la mobilisation aussi des citoyens, c'est les aspects de santé. Et en fait, les amener sur la biodiversité par rapport aux bienfaits qu'elle peut apporter, et surtout la problématique de la santé et de la nature en ville, en fait. Et je pense qu'on parlait de nos élus, etc. On a quand même beaucoup d'élus venant de villes et de grandes villes. Et voilà, c'est peut-être un moyen aussi d'amener nos citoyens et nos élus à aller à nous accompagner sur la préservation de la biodiversité.
Oui, merci. Bonjour, Stéphane Wanarowski, nouveau président du groupe de travail Collectivité Biodiversité et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge de la biodiversité et des parcs régionaux et bientôt, j'espère, le futur parc national, puisque ça a été évoqué à l'instant, j'ai eu le plaisir de suivre toute l'histoire de ce parc-là. Moi, je voudrais rebondir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, qui est le financement des actions en faveur de la biodiversité dans les collectivités. On a beaucoup entendu dire ce matin, et c'est vrai, que les collectivités territoriales sont au plus près des territoires et des citoyens, comme on dit quand on veut un peu faire techno, mais c'est la réalité. Il y a des élus, grande ville ou d'ailleurs, on peut d'ailleurs être élu d'une grande ville et sensibilisé aux questions d'environnement, mais on ne pourra pas faire sans moyens supplémentaires. On n'y arrivera pas, il faut le dire très clairement. Dans les régions, chef de fila biodiversité, on a tout un tas de structures à mettre en place que moi j'appelle les structures en RB, région biodiversité, les ARB, les SRB, les ORB, sans oublier les SRCE qu'il va falloir intégrer au SRADET. Tout ça, c'est très important, tout ça il faut qu'on le mette en place, mais on n'a pas de moyens supplémentaires, ou très peu. Alors je salue Christophe Aubel et l'AFB nous accompagne, et heureusement, mais ça ne suffit pas si on veut passer à la vitesse supplémentaire. Moi je commence un peu à désespérer dans la délégation qui est la mienne en Bourgogne-Franche-Comté, non pas que la présidente ou la vice-présidente ne donne pas les moyens, on est une région sensibilité, on agit, mais je vous donne juste un exemple. On a parlé aussi de sensibilisation des citoyens et des jeunes publics à la nature. En Bourgogne-Franche-Comté, on subventionne les classes environnement, c'est 400 000 € par an sur un budget de 1,5 milliard. Et tous les ans, avec la vice-présidente, on est obligé de se battre pour que ces 400 000 € qui sont des dépenses de fonctionnement passent pas à la trappe pour qu'on tienne dans les clous, dans ce qu'on nous demande de respecter par rapport à la contribution de la réduction des déficits publics. Alors, on a de la chance, on est là, on est présent, on est écouté, mais il faut qu'au plus haut niveau de l'État, il faut que le ministre, il faut que le président de la République entende qu'il faut les moyens pour la biodiversité. Sinon, on n'y arrivera plus. Merci. Merci. On remonte. Bonjour, Christophe Corré de l'association Aves France. En fait, on parle beaucoup de sensibilisation des enfants. Et moi, je voudrais aussi qu'on parle de la sensibilisation des élus locaux, des préfets et peut-être aussi des députés qui, pour beaucoup, ont été renouvelés et pour certains n'ont pas de connaissances sur certains sujets et qui doivent parfois jongler avec des projets qui leur sont un peu imposés. Et je pense par exemple en Ariège, où moi je suis très content d'entendre qu'il va y avoir la réintroduction de 2 femelles en Béarn, mais où on travaille, nous, en Ariège depuis l'année dernière, et où d'un côté on a des ours, et juste à côté on a la mine de Couflin qui est en projet de réouverture, à 2 km de nurserie d'ours. Donc on a des élus en fait qui ont des projets sur leur territoire, qui ont souvent les lobbies les mieux organisés qui leur parlent à l'oreille, et peut-être qu'il faudrait nous axer notre communication ou au moins conseil les présentations aussi sur ces élus-là. Merci. Une dernière question en haut. Nous avons le plaisir d'accueillir Luc Basse, qui est le directeur du Bureau européen de l'UICN. Merci Sébastien pour déjà faire l'introduction, comme ça je dois le faire pas moi-même. Je suis un des rares non-francophones, alors excuse-moi pour mon français. Je veux en fait commencer avec applaudir ce que le comité français et ses membres font, parce que quand on va au niveau européen, c'est vraiment un des champions, un des leaders. Votre activité est impressionnante et c'est vraiment, je suis très heureux de voir ça. Et maintenant, ma question, c'est comment on peut prendre cette leadership de la France au niveau des membres, au niveau du gouvernement, certainement dans quelques départements de gouvernement. Comment on peut utiliser ça pour montrer aussi au niveau européen, parce que j'ai entendu le mot une fois, ce monsieur en bas là, une fois on a entendu l'Europe, et c'est le cadre européen où les décisions sont prises, si vous voulez ou non, mais pour la France aussi. Ça veut dire si vous voulez avoir une influence, c'est aussi au niveau européen que vous devez travailler. Nous sommes là prêts à Bruxelles pour vous aider, mais il faut vraiment l'activité des membres du comité français de faire une réalité. Alors, c'est un des outils pour aussi définir les sujets prioritaires au Congrès qui sont ou doivent être faits, je pense, dans le cadre qu'est-ce qu'on veut arriver à ce CBD, à la COP en novembre 2020. Une chose qui est je ne connais pas l'expression en français, it's the elephant in the room. Et c'était déjà mentionné par monsieur de la commission de droit, je pense.
agriculture. Là, il y a une opportunité pour la France et pour le leadership, et même au plus haut niveau, pour montrer dans le cadre européen qu'est-ce qui peut être fait, qui est bon pour la biodiversité, mais aussi bon pour les agriculteurs. Et ce sont toutes les évidences, comme vous le faites avec les solutions basées sur la nature, qui doivent être renforcées pour convaincre, pas seulement le ministre de l'Environnement, mais le ministre de l'Agriculture, que c'est bon pour les agriculteurs de le faire ça. Et au niveau européen, mais je suis sûr en France aussi, c'est la seule grande raison, numéro 1, pour la détérioration de la biodiversité. Alors on doit parler de ça, et il n'y a pas de, je ne pense pas qu'il ne peut pas être un doute que ça doit être un des sujets principaux. Et là, au Bruxelles, nous sommes prêts à vous aider. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Luc, puisque il y a la stratégie nationale en France, il y a le plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique, mais l'Europe a aussi sa stratégie européenne pour la biodiversité. L'Europe est aussi concernée par la renégociation des objectifs d'Aichi et le nouveau plan mondial. Est-ce que tu peux nous dire si tu sens une mobilisation des États membres et de la Commission qui a commencé à préparer cette échéance de 2020 ? Je n'ai pas voulu de prendre tout le temps ici avant le déjeuner, mais merci pour la question. Alors je vais essayer d'être court. Il n'y a pas un choix, on doit le faire. Nous sommes en train de le faire. On parle à Bruxelles avec les associations européennes, aussi associations des agriculteurs, pas seulement avec notre membre ONG. Et si les États membres ont quelques champions, il y en a quelques champions qui veulent pousser l'agenda. Et maintenant, avec cette proposition de la Commission qui est juste sortie la semaine dernière, il y a des opportunités, mais il y a beaucoup à faire au niveau des États membres et le Parlement européen pour être sûr que les éléments qui sont là, il n'y a pas assez, comme toujours, mais il y a quelques éléments qui sont là, mais ils doivent être traduits aussi au niveau national, et les États membres, à la fin, ont la décision dans le Conseil européen. Alors, il y a encore 1 an et demi où on peut travailler ensemble avec les ONG, avec les agriculteurs et avec le gouvernement, et avec tous les départements du gouvernement pour essayer de faire une différence. Merci Luc. Alors, on repasse de l'autre côté. Bonjour, Mathieu Rivet, CDC Biodiversité. Faut qu'on puisse manger. À vous écouter, il y a un élément qui semble important et qui n'apparaît pas vraiment. Enfin, il y en a 2. Il y a l'entreprise, la place de l'entreprise dans la biodiversité, qui est quand même un élément très important. Et l'autre élément, c'est l'évaluation, c'est les indicateurs. Et il serait peut-être intéressant de se poser la question d'une métrique biodiversité à l'échelle internationale qui permettrait d'évaluer, notre situation actuelle et le poids du changement climatique sur la biodiversité à l'échelle internationale. On ne parle pas que l'échelle française-européenne, mais vraiment sur une échelle macro. Et le deuxième point, ce serait donc de voir aussi le poids des décisions, donc tant des activités économiques, industrielles et autres, sur cette biodiversité, au travers d'une métrique, d'un indicateur, d'un élément qui soit reconnu à l'échelle internationale. Et ça, c'est peut-être un élément qui pourrait rejoindre plusieurs thématiques. On reparle de fiscalité, on parle d'argent, de financement, on parle d'évaluer les pertes en tant que telles, d'outils de langage, et d'avoir un élément qui serait commun pour évaluer ça serait peut-être pertinent. Merci. On prend 2 dernières questions et après on va aller manger. Et avant de réponse. Bonjour. Merci de faire court. Ouais. Levez-vous et présentez-vous. Maxime Zucca de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France. Alors moi, pour répondre, si je devais répondre comme ça à cette question, en fait, telle qu'elle est posée maintenant, ça a été un petit peu abordé aujourd'hui, mais clairement, l'éducation me paraît être le sujet prioritaire. On a réussi à parler climat à l'ensemble du pays pendant la COP21 et avant. On n'arrive pas à parler biodiversité, ça reste un sujet de niche, etc. Clairement, nos messages ne passent pas, on les formule peut-être pas de la bonne manière, mais les gens s'en foutent, on en est quand même un petit peu là. Donc pour moi, s'il y a un sujet mondial à changer au niveau international, à travailler ensemble collégialement pendant ce congrès, c'est comment faire passer nos messages. On a du coup, effectivement, les autres sujets prioritaires pour moi, c'est agriculture notamment, donc ça a beaucoup été abordé à l'instant, je voulais en parler. Et puis l'urbain, 80% des personnes sur la planète vivent en ville, et là on n'a pas du tout vu émerger de thématiques sur la nature en ville. Donc je pense qu'on pourrait quand même essayer d'en parler un petit peu plus précisément. Et là, on est, nous, à RB Île-de-France, totalement disponible pour vous accompagner sur le sujet, parce qu'on commence à développer une compétence importante là-dessus. On organise l'an prochain, en 2019, un congrès international avec Nature of City qui pourrait réfléchir à des propositions pour ce congrès.
Donc tout ça va de pair. Si on arrive à faire venir la nature en ville, on arrive à interroger les gens sur leur rapport à la biodiversité, sur les liens nature-culture et du coup sur leur consommation et leur empreinte écologique. Voilà, c'est extrêmement lié à mon avis. J'ai l'impression qu'on s'attache à l'urgence qu'il faut résoudre, hein, les mines, les exploitations ici et là, le droit, mais que du coup l'ICN en tout cas là met un petit peu de côté le sujet de fond qui est comment changer globalement le système, la perception de nos concitoyens. Merci. Dernière question et après je demanderai quelques réactions. Maud. Maud Lelièvre, les Écomères. Alors, je ne parlerai pas de mobilisation de collectivités et d'élus. Vous avez raison et on en reparlera cet après-midi. Moi, j'aimerais parler de 2019 et de la présidence du G7 Environnement avec une piste de travail pour nos groupes de travail à la fois pays en développement et peut-être droit. J'ai été un peu déçue, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette partie-là sur le plan mobilisation de la biodiversité présentée par le ministre, où je crois que la phrase est « La France mobilisera ses partenaires sur la question de la biodiversité ». Il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent se faire dans le cadre de la préparation des G7, notamment les groupes d'experts. Et je pense qu'on devrait, nous, ICN France, pousser pour que ça reste pas une espèce de sentence qui sera dans tous les discours des ministres, du Premier ministre et du Président de la République pendant 1 an et demi, et puis qu'on sache à la fin, ou plutôt que le bilan à la fin, soit que le G7 ait travaillé sur le terrorisme, le libre-échange, peut-être un tout petit peu les droits de l'homme, et puis rien du tout sur la biodiversité. C'est une grande étape, on a la chance d'avoir 2020, je pense qu'il faut pousser là-dessus aussi. Merci. Quelques réactions? Sébastien. Oui, sur le rôle des entreprises, donc, puisqu'il y a également un groupe de travail entreprises et biodiversité au sein de l'UICN, mais qui n'a malheureusement pas formulé de proposition en vue du Congrès. Mais néanmoins, la question des indicateurs, à mon avis, est essentielle et l'implication des entreprises l'est tout autant. Et à travers cette question d'indicateurs, mais pas uniquement, ce qu'il convient de démontrer aux entreprises pour les mobiliser, c'est qu'à mon avis, c'est qu'un certain nombre de secteurs économiques aujourd'hui ne seraient pas du tout viables économiquement s'ils devaient supporter l'ensemble des externalités qui sont supportées par la société entière et notamment en perte en termes de biodiversité. Que ce soit l'agriculture, que ce soit le secteur minier, que ce soit le secteur l'énergie avec la question du climat. Oui, rapidement par rapport à la métrique de la biodiversité, la question qui a été posée par la CDC, je pense que les listes d'espèces menacées sont une métrique qui est utilisée au niveau international et qui donne quand même des indications très bonnes par rapport à l'état de la biodiversité, l'évolution de l'état de la biodiversité. Lorsqu'une espèce passe dans une catégorie EN ou CR, c'est quand même révélateur de l'évolution des populations de cette espèce, mais également de son habitat dans un certain nombre de cas. Juste une rapide réponse sur la biodiversité en ville. Moi, je plaide aussi tout à fait pour la prise en compte de cela, puisque c'est notre habitat principalement des populations humaines. Mais il faut davantage développer la liaison entre la ville et la campagne, la ville et le milieu naturel. Qu'il y ait davantage de partenariat, que cette sensibilisation, c'est pas dans les villes que les espèces sauvages sont menacées, on pourra en discuter longuement et je suis très intéressé par le sujet, mais que c'est un lieu de sensibilisation, de prise de conscience des populations humaines par rapport à ce qu'est la nature ou la biodiversité, et qu'ensuite, dans une deuxième étape, il faut aussi les inciter à découvrir, on va dire, la vraie nature, celle qui est présente dans les milieux non urbains. Mais bon, je réponds rapidement, mais je suis prête à échanger sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, quelques compléments sur un certain nombre des thématiques un peu transversales qui ont été abordées, alors que ce soit les questions de santé et de biodiversité, que ce soit les liens avec l'agriculture ou la nature en ville à nouveau. Ce sont des thématiques qui peuvent être abordées par le biais des solutions fondées sur la nature. Alors ça couvre pas du tout l'éventail de ce qu'il y aurait à dire, mais c'est déjà une première approche. La liste rouge des écosystèmes pourrait être aussi mobilisée sur les écosystèmes agricoles, malheureusement, ou en tout cas le constat avec les travaux du comité français dépendent aussi de l'orientation qui est donnée par les financeurs qui permettent la réalisation de ces travaux. Donc jusqu'ici, les travaux de la liste rouge étaient plutôt sur des écosystèmes forestiers ou littoraux, mais s'il y a parmi vous des structures qui sont susceptibles de porter une évaluation sur des écosystèmes agricoles, je pense que ça pourrait être tout à fait débattu et étudié.
Et la question plus générale de l'agriculture, on a essayé d'en discuter un peu en commission, mais en fait c'est tellement vaste, on ne sait pas très bien par quel bout prendre le sujet et quelle valeur ajoutée le comité français y apporte, enfin, ou pourrait y apporter, dans la mesure où les travaux, les motions sont souvent basés sur des concepts, sur des études, sur voilà, autre chose, pas simplement une discussion d'experts. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à concrétiser ça ? Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui veulent rejoindre la commission de gestion des écosystèmes pour en discuter, ils seront bien entendu tout à fait les bienvenus. Oui, je voulais juste réagir sur l'urbanisation et les pays en développement. Donc c'est un sujet que nous avons abordé à très court terme, à très faible échéance avant le congrès aujourd'hui. Donc nous n'avons pas décidé de le présenter. Les sujets qui ont été, les sujets qui sont sortis sur ce thème sont notamment l'urbanisation en lien avec le littoral dans les pays en développement, qui pose un véritable problème, et également la conservation et la préservation des ceintures vertes autour des principaux centres urbains, notamment en Afrique francophone, dont de nombreux experts du groupe peuvent témoigner. Et l'idée était de pouvoir approfondir le sujet pour pouvoir proposer quelque chose ultérieurement. Donc je rejoins le même appel. Si des personnes dans la salle souhaitent s'inscrire au groupe de travail et venir apporter des contributions sur ce sujet, elles sont bien évidemment les bienvenues. Merci. On va terminer donc cette première matinée sur cet appel.